Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Je vous explique tout sur la baisse des cryptos aujourd'hui. Il y a une news qui est tombée il y a même pas une heure qui est venue accélérer cette chute. Je vous parle aussi de piratage, on parle de Binance, on parle aussi d'une nouveauté sur Solana qui fait beaucoup de bruit. Et on va passer tout de suite du coup au cours des crypto-monnaies. Regardez, le Bitcoin 61 000 $, moins 4,8%, on n'est pas encore à 41 000 $. J'espère qu'on va plus jamais l'atteindre. Ethereum 3300 $, moins 5,45%. Solana, moins 6%. Donc vraiment une chute globale qui touche quasiment toutes les crypto-monnaies. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu déjà, regardez, on va regarder juste le graphique du Bitcoin pour montrer que ça avait déjà commencé à baisser. On était à 64 000 $, 62 000 $, et là d'un coup, on a eu cette accélération, ce pic-là qui a entraîné une panique, on va dire, la générale sur toutes les crypto-monnaies. Ça date vraiment il y a même pas une heure. Et les cryptos sont passés en dessous, même à un moment. Bitcoin, il a frôlé les 61 000 $. Là, on est remonté un peu au-dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que Mt. Gox, l'exchange qui a fait faillite il y a près de 10 ans maintenant, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient distribuer 9 milliards de dollars de Bitcoin et Bitcoin Cash aux utilisateurs qui avaient de l'argent bloqué sur Mt. Gox, et ça va se faire début juillet. Donc c'est vraiment dans pas très longtemps, dans quelques jours, il va y avoir cette libération de crypto. Regardez, selon Arkham, Mt. Gox aurait 8,7 milliards de dollars. C'est énorme, ils avaient même plus avant que ça chute. Ils se préparent à libérer ces fonds. Pourquoi? Tout simplement parce que le processus de la faillite de Mt. Gox arrive à sa fin et qu'ils vont redonner cet argent aux utilisateurs. Donc les gens vont recevoir du Bitcoin et du Bitcoin Cash, majoritairement du Bitcoin, c'est ce qui a le plus de valeur. Et du coup, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le vendre sur les marchés s'ils veulent. Ils peuvent le holder sur du plus long terme, sachant qu'ils ont déjà été forcés de holder ça sur une très très longue durée. Alors, si on regarde le marché du Bitcoin sur 24 heures, on peut se dire c'est pas grand chose. 9 milliards de dollars de Bitcoin sur un marché qui fait un volume de 24 milliards de dollars. C'est pas grand chose, mais c'est quand même une partie non négligeable. Et surtout, en fait, ça va surtout dépendre de la manière dont les gens se mettent à vendre ces cryptos. Le mieux, ça serait que Mt. Gox fasse une distribution à partir de début juillet, étalée sur le temps. C'est-à-dire, voilà, un petit peu chaque jour. Ça serait le mieux, je pense, pour le marché crypto. S'il y a une distribution massive le même jour et que tout le monde veut vendre le même jour le Bitcoin pour tout simplement pour récupérer des dollars, pour récupérer autre chose, là, ça pourrait être catastrophique. Et là, on n'a pas encore l'information sur comment va se faire la distribution. De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, de ce qu'a fait Mt. Gox sur un certain nombre de choses, c'est quand même petit à petit. Donc j'espère que ça va continuer à se faire comme ça et qu'on n'aura pas 9 milliards d'un coup sur le marché. Ce qu'on est en train de voir aussi ici, c'est une faillite en fait qui est avantageuse pour les utilisateurs, au moins en partie, parce que la quantité d'argent qui est donnée est proportionnelle aux cryptos que l'exchange possède encore, alors que c'est pas vraiment le cas de ce qui va se passer sur FTX, où c'est la valeur des cryptos lorsque l'entreprise a fait faillite qui est rendue aux utilisateurs. Mais bon, c'est deux pays différents. Mt. Gox c'est au Japon, FTX aux États-Unis et aux Bahamas, donc c'est les lois qui sont différentes sur ce point. Ensuite, on a eu un piratage. On a eu un piratage de CoinStats. Je pense que certains d'entre vous utilisent CoinStats. C'est plus un gestionnaire de portefeuille qui vous permet d'avoir une vision consolidée sur vos cryptos global. Et il y a aussi une fonction wallet sur CoinStat. Et les gens qui sont concernés, c'est ceux qui avaient créé leur wallet avec CoinStat. Donc il y a eu un piratage. Eux, ils disent que c'est une quantité réduite d'utilisateurs qui ont été victimes de ce piratage. Ils parlent de 1500. Mais honnêtement, si vous avez des cryptos sur CoinStat ou si vous pouvez les bouger, bougez-les. Ne gardez pas ça sur CoinStat. On est en train de voir encore un wallet qui se fait pirater. Cette fois, c'est pas un exchange, hein, c'est vraiment un wallet, mais il devait avoir une faille de sécurité quelque part. Ça devait être mal configuré. Donc voilà, soyez vigilants. Si vous êtes sur CoinStat, allez voir ailleurs. D'ailleurs, ils ont même envoyé des notifications frauduleuses aux utilisateurs. Si vous avez reçu une notification de CoinStat dernièrement, probablement c'était un fake et c'était le pirate qui essayait de vous soutirer de l'argent d'une autre manière. Ensuite, on a eu quelque chose d'assez intéressant qui vient d'apparaître sur Solana. Solana, je vous l'ai pas mal dit sur cette chaîne, c'est une vision vraiment différente de Ethereum. Solana, ils sont en train de créer la blockchain de niveau 1 la plus performante possible, avec un state, c'est-à-dire des données, on va dire, partagées entre les diverses applications. Tout le monde a accès à la blockchain, tout le monde a accès à cette solution, à cette liquidité unifiée, et tout se fait vraiment sur le layer 1. Il y avait jusqu'à maintenant très peu de layer 2 ou de solutions de niveau 2 qui essayaient de se lancer sur Solana parce que l'idée c'était de rendre vraiment la solution
de rendre la blockchain la plus performante possible pour avoir le plus de transactions par seconde qui se fait nativement sur le niveau 1 sans trop de complexité, contrairement à Ethereum où eux ils ont abandonné l'idée de tout faire sur la solution de niveau 1, sur le mainnet Ethereum, et la plupart des choses maintenant sont en train de se faire sur les L2, Optimism, Base, Arbitrum, et c'est là où on a le plus de transactions par seconde. Donc c'est vraiment deux visions totalement différentes. Ethereum est plus en train de se rapprocher pour moi de la vision qu'avec Cosmos, avec plein de blockchains en parallèle qui communiquent entre elles via la blockchain principale, que Solana. Et là, en fait, ce qu'ils viennent de créer, c'est deux sociétés dans l'écosystème Solana qui ont créé ça, c'est le Light Protocol et Helios Labs. Ils ont créé quelque chose qu'ils ont appelé la ZK compression. Et là, les gens ont vraiment sont dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce nouveau terme? Pourquoi on parle de compression? Pourquoi on parle de ZK? Et qu'est-ce que va permettre la ZK compression? Et bien en fait, au final, quand on creuse un peu le sujet, ça ressemble à un L2, mais c'est pas vraiment un L2, et c'est là tout le débat. Les gens sont en train de dire que Solana est en train de créer des L2, et du coup, ils sont en train d'abandonner leur idée de tout faire sur la blockchain de niveau 1, et qu'au final, la stratégie d'Ethereum était la bonne. Mais je pense que Solana, ils sont pris vraiment les meilleures idées de ce qui était en train de se faire sur Ethereum, et ils ont sorti cette ZK compression, appelez-le comme vous voulez, cette solution de niveau 2, cette solution alternative, cette solution qui permet d'avoir des frais de transaction moins chers sur Solana. En tout cas, ils ont sorti ça. Ça stocke en fait les données nécessaires pour gérer les choses sur Solana dans un espace de stockage moins cher, et ça permet en fait de faire un peu de bidouillage pour avoir des frais de transaction beaucoup moins chers sur Solana. Quand je parle de bidouillage, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est juste ils utilisent l'espace de stockage disponible sur Solana pour stocker les données moins chères. Ils utilisent aussi les Zero Knowledge Proof, les Validity Proof pour prouver que les choses se font correctement. Et au final, ça permettrait d'avoir vraiment des frais de transaction très faibles. Par exemple, un airdrop à 1 million d'utilisateurs, au lieu de ça coûte 260 000 $, ça coûterait 50 $. C'est vraiment pas cher du tout. Au final, il n'y a pas de nouveau token qui est lancé. Donc ça serait d'ailleurs comment Anatoly, le chef de Solana, explique le projet. Il dit bon d'accord, si vous voulez c'est un L2, mais c'est un L2 qui a pas besoin de multisig. C'est un L2 où on n'a pas besoin de changer de chain ID, donc de configurer votre wallet différemment. C'est un L2 qui a pas de token de gouvernance. C'est un L2 qui a pas de séquenceur externe. Et c'est un L2 en fait c'est un L2 où les divers validateurs de Solana prennent tous les frais de transaction. Donc oui, c'est un L2 sans ce que tout le monde n'aime pas dans les L2. Donc bon, on est en train de voir en fait que c'est un nouveau produit. On ne sait pas exactement comment le caractériser actuellement. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est un L2? En tout cas, c'est une solution sur Solana pour avoir des frais de transaction moins chers et surtout d'avoir de réaliser un nombre de transactions beaucoup plus important pour vraiment pas cher. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Moi, je vous ai toujours dit que je suis très friand de ce type d'innovations qui apparaissent. Là, ça apparaît sur Solana. Ils se sont inspirés vraiment de ce qui se fait le mieux pour faire quelque chose de non censurable, contrairement à un certain nombre de L2 sur Ethereum. Donc très bien. Honnêtement, bravo à l'écosystème Solana. Ils sont en train de se développer, ils sont en train de faire des choses. Maintenant, on va voir ce que les gens vont penser de tout ça, ce qu'il va y avoir de l'adoption autour de ce ZK compression. Est-ce que d'autres blockchains vont s'en inspirer? On va voir dans les prochaines semaines, prochains jours, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit sur Twitter. L'écosystème Ethereum est vraiment contre ça et est en train de dire Solana, ils sont en train encore de nous copier sans utiliser les bons termes. Mais bon, je pense vraiment qu'ils ont créé quelque chose d'assez différent. Ensuite, on va parler de Binance. Et Binance, c'est du piratage de BTC turc. C'est un exchange turc qui a été piraté il y a quelques jours. A priori, 55 millions de dollars ont été volés. Et Binance, ils ont dit, on est en train d'aider BTC turc dans l'enquête sur les fonds qui ont été volés. Et on a déjà réussi à récupérer 5,3 millions de dollars des fonds volés. Donc ça, c'est Richard Tang, le nouveau CEO de Binance, qui fait cette déclaration. Donc Binance, en fait, on est en train de voir qu'ils sont très réactifs pour aider les exchanges lors de piratage, lors de fraude. Ils ont une équipe vraiment très avancée sur ces sujets-là et ils aident tout ça, ils aident les sociétés et tant mieux pour le bien de l'écosystème. On a vu qu'ils avaient aidé aussi Axie Infinity, ils aident pas mal de projets, je pense, sur tous ces sujets liés au piratage. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.